Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Laura a 26 ans, juriste en entreprise, fondatrice de Juristes Modernes, secouriste, sportive. C'est une femme bienveillante, active et déterminée. Son mantra, rien n'est impossible. À l'origine, elle souhaitait devenir officier dans l'armée de terre, mais son chemin a pris une autre direction, le droit, et plus précisément, le droit des affaires. Elle devient juriste en entreprise, mais très vite, elle se rend compte que le lien humain lui manque. Pendant l'un de ses footings, elle a une idée, créer un compte Instagram pour partager des conseils et déconstruire l'image du droit auprès d'un autre public. C'est un soir à la salle de sport qu'elle crée son compte Instagram et commence à partager. Elle ne pensait pas en faire un business, pourtant très vite, elle crée une communauté et reçoit de nombreuses demandes de clientes. C'est alors que naît son entreprise, Juristes Modernes. Elle alterne entre son CDI et son entreprise Juristes Modernes jusqu'à l'épuisement l'été dernier. Elle est à deux doigts du burn-out. Après une longue période à 90 heures par semaine, Laura a un déclic. Elle décide de revoir son organisation et sa vision pour retrouver un équilibre. Elle part à Brighton où elle aura un nouveau déclic et initiera un changement dans son entreprise et dans sa vie. Laura a un parcours inspirant qu'elle nous partage en toute transparence. À travers cet épisode, on parlera de confiance en soi, d'équilibre vie pro et perso, de la vision des autres et comment suivre ses rêves. Un épisode qui, j'en suis certaine, va vous inspirer et vous donner envie de soulever des montagnes. Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Carole. Alors, je suis super contente de t'accueillir dans mon podcast, La Chronique des Ambitieuses. Alors, ça fait un moment que je te suis sur Instagram. J'ai fait appel à tes services en septembre pour m'aider sur mes clients, etc. Et aussi me protéger, on va dire. Et je trouvais que ton parcours était hyper inspirant et je me suis dit que tu serais la personne parfaite pour être interviewée et partager ton histoire sur le podcast. Merci à toi Carole de m'inviter sur le podcast. C'était un plaisir du coup de travailler avec toi en septembre et je suis heureuse d'être là pour justement partager mon parcours et ce que je fais qui est un peu mal connu des entrepreneurs et même des petites structures. Justement, est-ce que tu peux nous partager ton histoire et ton parcours? Alors, mon histoire, de comment je suis arrivée à créer, Juristes Modernes et comment, finalement je suis devenue, juriste, tout simplement. Alors au début, il faut savoir que je n'étais pas destinée à devenir, juriste. J'étais plus destinée à faire, de l'économie. Je voulais devenir officier de l'armée de terre, et travailler donc dans l'économie. Donc j'ai fait une, prépa, éco et finalement, je me suis vite rendu compte que j'aimais toutes les valeurs qui étaient attachées, justement au droit, à l'organisation et cetera. L'économie également, mais que, finalement une licence de droit était plus appropriée. Donc je me suis redirigée vers du droit des affaires. J'ai enchaîné après avec un master 2 en droit des affaires, en alternance, donc en entreprise. J'ai commencé à travailler du coup en entreprise et au bout de quelques années, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de renouer ce contact, avec mes clients parce qu'il faut savoir que quand on travaille en entreprise, l'entreprise dans laquelle on est salarié est notre client. Donc on a un seul client et c'est souvent des très grosses structures, avec beaucoup de chiffre d'affaires, des grosses problématiques, mais du coup, on perd un petit peu le lien humain que j'aimais initialement dans le droit. Donc j'ai créé Juristes Modernes justement pour renouer ce lien avec mes clientes et leur apporter justement toute l'aide et l'expertise qu'on peut manquer quand on se lance, parce que c'est vrai que c'est pas un domaine très facile. D'accord.
Quand tu étais petite, ton rêve, c'était de travailler dans l'armée ou pas du tout? Alors, quand j'étais petite, je regardais tout le temps des séries avec, des avocats, dans des gros buildings avec des grandes baies vitrées et cetera, au 20e étage, d'un grand immeuble et cetera. Donc vraiment cette image de la businesswoman, de la femme d'affaires. Mais à côté de ça, j'ai toujours été attirée, on va dire, par, l'uniforme, la gendarmerie, l'armée, les pompiers, voilà, tout ces domaines-là qui représentent aussi l'autorité. Donc j'étais un petit peu partagée entre les 2. Et du coup, je m'étais, dirigée donc vers ce métier-là qui était donc l'armée, même si depuis toute petite, j'ai toujours été attirée plutôt par, le business en tant que tel et on va dire l'autorité, la confiance en soi que des femmes peuvent dégager, heu, dans les entreprises, dans les grosses structures. OK. Mais alors si je me trompe pas, à titre personnel, en dehors de ton travail, tu es aussi engagée dans, alors tu es ambulancière? Non. Je suis Ah secouriste. oui, secouriste. Oh là là. Oui, c'est ça, secouriste. OK, donc au final, tu fais aussi un peu J'allie les de ce 2. que tu allies C'est les ça, 2. c'est ça. À côté de donc pendant mes études de droit en licence, je me suis engagée donc dans le secourisme. Donc on passe exactement les mêmes formations que les pompiers. On n'a juste pas la partie, feu de forêt et cetera, incendie. Mais sinon, tout sur la partie secours à personne, on a exactement les mêmes diplômes. C'est pour ça que en tant que secouriste, la moitié sont aussi des pompiers finalement. Donc c'est du bénévolat, totalement, du bénévolat. Donc maintenant, ça fait 6 ans, que je suis donc secouriste. Donc je le fais sur mes week-ends, je le fais, le soir, certains soirs de semaine et cetera. Et ça me permet justement d'allier, mon amour, on va dire, entre guillemets, pour l'uniforme, parce que du coup, on est en uniforme de secouriste, et ma passion pour l'économie, le business et le droit. Voilà. Super. Merci pour ces petites, précisions et du coup, donc aujourd'hui, est-ce que tu peux, m'en dire un peu plus sur, comment tu arrives à concilier, ta vie, salariée en entreprise et ta vie, d'entrepreneuse avec, Juris Moderne? Alors, c'est une grosse organisation parce que, du coup, en tant que salarié, moi, je suis cadre. En tant que juriste, on est cadre, donc on est à plus de 35 heures, avec de lourdes responsabilités, de la pression, une grosse, charge. Hem, donc c'est beaucoup d'organisation, c'est-à-dire que toute la semaine, je travaille en entreprise, mais entre midi et 2, je fais, par exemple, mes appels clients ou en tout cas, je travaille, sur mes réseaux, sociaux. Le soir, je travaille également, et le week-end aussi. Donc c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de travail pour pouvoir allier les 2. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur dans le sens où je m'épanouis énormément dans mon salariat parce que c'est pas du tout le même métier en fait. Mmh. Dans le salariat, comme je l'ai dit, l'entreprise est notre cliente et on a affaire à de grosses problématiques juridiques, alors que dans l'entrepreneuriat, on a cette casquette de chef d'entreprise, donc on touche au marketing, à la communication, au droit évidemment, mais à plein d'autres aspects qui sont pas du tout liés au droit. Donc les 2 m'épanouissent et je me vois pas, en tout cas, à ce jour, arrêter ni l'un ni l'autre. Mmh. Donc je fais en sorte de, réussir à concilier les 2, même si, c'est beaucoup de travail et parfois je suis fatiguée, hein, je suis comme tout le monde. Donc je prends des jours ou des moments pour me reposer. Mmh. Après, je suis de nature quand même assez, active, hyperactive un petit peu, donc c'est vrai que je déteste ne rien faire, donc ça m'aide à concilier les 2. OK et du coup, ouais, ça fait un sacré emploi du temps. J'imagine que ça demande beaucoup d'organisation et du coup, ma question, c'est comment tu arrives à donc gérer, enfin, à cumuler, concilier aussi ta vie donc pro, donc salarié plus, entrepreneuriat
avec ta vie perso. Donc tous tes projets perso, que tu sois donc le secourisme, enfin voilà, tes relations, etc., etc. Alors, c'est un peu plus délicat, mais c'est parce que justement, je travaille quasi tout le temps. Après, justement, j'essaye en fait, de cloisonner mes heures en fonction de ma vie pro, ma vie perso. C'est-à-dire que si jamais je sais que le lundi, mardi, mercredi, je ne vais pas être disponible le soir parce que je vais travailler, je vais me réserver le jeudi soir et le vendredi soir pour ma vie perso, pour faire du sport, pour voir mes amis, etc., etc., ou même certains week-ends. Mais c'est vrai que du coup, je ne peux pas me permettre de tous les soirs être 100% disponible pour mes proches et je peux pas me permettre non plus d'être disponible tous les week-ends pour mes proches. Après, c'est une organisation dans le sens où euh, bah, si je dois me lever plus tôt pendant que les autres dorment pour pouvoir travailler et ensuite profiter avec eux, bah, je vais le faire. Et de la même manière, le soir, si je dois me coucher plus tard pour finir certaines choses pendant que les autres dorment, je le fais aussi. Aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi à trouver ton équilibre ou c'est en cours? Alors, on va dire que c'est toujours en cours, même si c'est bien mieux que l'année passée. L'année passée, c'était l'année de la création de mon entreprise. Donc, je pense, comme toutes les entrepreneurs, j'étais à fond et j'arrivais pas à me fixer de limites. Donc, j'avais même arrêté le sport, je faisais que ça, je mangeais ça, je dormais ça. Euh, En septembre, j'ai décidé justement de prendre plus de temps pour moi parce que je me suis dit que la vie, il faut aussi en profiter, hein. C'est pour ça qu'on le fait. OK, ça nous épanouit, mais ça nous permet aussi de profiter, davantage, de nos proches et de nos amis et cetera. Donc depuis septembre, on va dire que j'ai retrouvé un équilibre. Donc je retourne au sport, je revois mes amis, je retourne au restaurant, boire des verres et cetera. Heu Je pense que c'est quelque chose qui est toujours en amélioration. On peut toujours faire mieux, on peut toujours profiter davantage, et cetera. Mais actuellement, en tout cas, c'est un rythme qui me convient et qui, je sais, me permettrait de tenir sur la durée, Mmh. contrairement à l'année passée où, hem, à partir de, ouais, avril, mai, juin, j'en pouvais plus et j'étais presque dégoûtée, de mon entreprise parce que j'en avais trop fait. J'enchaînais des semaines de 90 heures, voire plus. Donc c'était pas viable sur la durée. Mmh. Oui, tu as atteint en fait une certaine limite et du coup, tu as eu un déclic, qui a fait que tu as un peu ralenti le rythme et du coup, aujourd'hui, tu te retrouves plus dans ce que tu as réussi à reconstruire derrière, C'est ça, c'est ça. En fait, ma première année, j'étais vraiment à fond et arrivé à l'été, j'ai eu cette espèce de burn-out entrepreneurial. Mmh. Donc je m'étais refocus vraiment sur le salariat. Après, il y a eu l'été. Donc l'été, justement, j'avais décidé, c'était un choix volontaire de ne pas prendre de clients pour pouvoir justement profiter de mon été. Et en fait, j'ai redécouvert en quelque sorte, ce que c'était de profiter, des moments, de boire, l'apéro avec, mes copains, d'aller courir dehors et cetera. Et je me suis dit que, je voulais pas reperdre ça à nouveau et je voulais pas me remettre dans un cercle comme ça, de travail, acharné, et donc depuis septembre, c'est ça, j'ai eu ce déclic et je le mets en application et ça marche plutôt bien pour l'instant. Bah, tant mieux. Et du coup, Ouais. ça me fait rebondir un peu, bon après on reviendra, à Juris Moderne plus en détail, mais ça me fait rebondir à ce que tu partages, pas mal en ce moment sur, Instagram. Tu parles de changement, de plus faire des choses pour toi, de plus t'assumer. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur, ce nouveau, je dirais, mindset ou, sur ces petits, sur ces petits changements? Alors ces changements, ils viennent de mon séjour à Brighton, donc c'était en fin septembre, début octobre. Je suis partie 2 semaines à Brighton, donc en Angleterre, pour perfectionner mon anglais et donc je me suis retrouvée donc, on va dire, seule dans une maison avec, d'autres Anglais. Et en fait de me retrouver seule, complètement seule, on va dire, j'ai pu me reconnecter avec mes valeurs et ce qui m'animait profondément.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, quand je suis revenue de ce séjour, c'est fou, hein, parce que 2 semaines, c'est pas grand-chose et finalement, ça peut changer toute ta vie. Mais quand je suis revenue de ce séjour, je me suis dit que tout ce que je m'interdisais jusqu'à présent, donc par exemple la couleur, j'osais jamais m'habiller avec, des vêtements colorés, par peur du regard des autres ou de prendre trop de place ou d'être trop vue. Et en fait, je me suis dit, il faut s'en foutre du regard des autres. En fait, il faut juste vivre pour soi, peu importe ce que les autres diront, peu importe, s'il y en a qui sont pas d'accord avec toi. Il faut juste s'assumer et du coup, à partir de en rentrant de ce voyage à Brighton, j'ai commencé du coup à porter plus de couleurs, des couleurs que jamais avant j'osais, porter et que maintenant, j'adore porter parce que ça me met de bonne humeur en fait de voir de la couleur, du rose, du violet et cetera. Pareil pour, la décoration, hein, typiquement. Par exemple, la décoration, avant, j'étais toujours dans une décoration d'appartement, très, neutre, voilà, du bois, du beige, du blanc et cetera. Alors que j'ai toujours rêvé, bah, de voir de la couleur et que je m'étais toujours dit: «Ouais, non, ça fait un peu, fifi, ça fait un peu girly et cetera, ce sera mal vu» et finalement, toutes les personnes, par exemple, qui viennent maintenant dans mon appartement avec toutes mes décos, colorées me disent: «Ah mais c'est trop beau» et cetera et finalement, des fois, on se fait une montagne de qu'est-ce que les gens vont penser? Alors que finalement, c'est des peurs qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de soi et qui ne concernent que nous parce que les autres, en fait, ne voient pas du tout les choses de la même façon que l'on croit. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu ce cheminement-là que j'ai depuis, bah, en même temps qu'en fait, finalement, ce changement de vie, en septembre, ce séjour à Brighton, fin octobre, enfin fin septembre, début octobre, a continué dans ce chemin-là, d'affirmation, on va dire. Mmh. Bah, parfois, en fait, c'est sortir de sa zone de confort, qui, nous met dans une situation, où, enfin, on n'a pas l'habitude et du coup, on Mmh. va plus, apprendre à se connaître, à savoir, bah, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie et je pense que, ouais, ton voyage à Brighton, que ce soit, même, 4 jours, 2 semaines ou, 1 mois, ça peut, vraiment, tout changer et aussi, des rencontres, que tu as pu faire peut-être, pendant ce Mmh. voyage qui ont fait que ta vision, elle a complètement changé. Et c'est trop bien si tu as réussi aujourd'hui à plus t'assumer, mettre plus de couleurs dans ta vie. C'est hyper important. Et ce que je retiens de ce que tu dis, c'est surtout par rapport au regard des autres, de mettre de côté ce que peuvent penser les autres et vraiment penser pour soi. Ouais, c'est ça. Parce que le regard des autres, en fait, c'est quelque chose qui nous empêche énormément d'accomplir, plein de choses dans notre vie. Alors que si on n'avait pas ces barrières-là, on pourrait vraiment, on va dire, rayonner à notre juste expansion. On pourrait vraiment, en fait, dégager le meilleur de nous et vraiment, heu, devenir la personne qu'on est, en fait, finalement. Totalement, mais je suis totalement d'accord avec toi et je dirais que, bah, tu vois, mes voyages, m'ont fait aussi réaliser ça ces derniers mois et je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Et du coup, est-ce que, tu peux, me raconter un peu, bah, la création de Juriste Moderne? D'où te vient enfin, comment tu as trouvé ce nom, Juriste Moderne? Est-ce que ça vient de, bah, justement, tes inspirations de films quand tu étais plus jeune? Enfin, voilà, comment tu en es venue à créer Juriste Moderne? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? À quel besoin tu réponds? Et comment, bah, comment tu as construit toute ton entreprise? Alors tu vas rigoler, mais quand j'ai créé Juriste Moderne, je sais que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils créent leur entreprise, ils ont une vision long terme, ils ont, presque une roadmap et cetera et cetera. Moi, quand j'ai créé Juriste Moderne, en fait, en toute honnêteté, j'étais allée courir. En fait, c'était une période où je courais tous les soirs presque parce que je «m'ennuyais» entre guillemets, en rentrant du travail. J'avais beaucoup d'heures devant moi. À cette époque-là, je rentrais à 17 heures et en fait, entre 17 heures et l'heure du coucher, j'avais énormément d'heures et moi qui ai toujours été dans des études longues où on travaille jusqu'à 23 heures et cetera, finir à 17 heures et avoir toute sa soirée de libre, c'était trop pour moi. Voilà, je me sentais pas assez, on va dire, stimulée intellectuellement. J'avais beau lire,
courir, faire du sport, faire de la randonnée, faire du vélo, et cetera, j'arrivais pas à être, suffisamment stimulée, on va dire. Et donc j'ai commencé à regarder comment ouvrir, à la base, mon cabinet. Et en fait, je m'étais dit: «Ouais, je vais ouvrir mon cabinet, mais bon, c'est compliqué, il faut que j'aille démarcher des entreprises, et cetera». J'avais pas du tout la vision, réseaux sociaux, digital. Moi, j'étais vraiment partie sur, bah, voilà, les juristes, ou en tout cas tout professionnel, quand ils veulent ouvrir leur entreprise, c'est en physique, ils ouvrent un cabinet, et cetera. Et en fait, un soir, je suis allée courir. Alors moi, souvent, il m'arrive des espèces de révélations, hein, quand je vais courir, mais je suis allée courir et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Poste juste du contenu gratuit sur Instagram, ça se trouve, tu as juste besoin de ça pour être stimulé intellectuellement, dans le sens où ça va permettre à ta créativité de s'exprimer, et en plus, tu partages, on va dire, ta passion qui est le droit, et tu aides, le plus grand nombre via, les réseaux sociaux». Donc j'ai commencé comme ça, à poster, du contenu gratuit, alors sans idée du tout de créer une entreprise derrière. Donc je proposais pas d'offres, je j'avais pas de créer de nom d'entreprise ou autre, c'était vraiment du contenu gratuit. Et en fait, en même pas un mois, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contactée, soit pour connaître mes services, soit pour faire des partenariats avec moi, et cetera. Et là, je me suis dit: «Ah OK, il y a un truc, les gens sont intéressés par ce que je fais», alors que pour moi, je faisais rien et que c'était vraiment du basique. Voilà, c'était les premières publications Instagram, je pense que pour tout le monde, elles ressemblent à rien. Je connaissais pas du tout, en plus, les règles d'Instagram. Mais voilà, en un mois, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes et je me suis dit: «Bon, bah, je vais ouvrir ma micro-entreprise», sauf que j'étais salariée. Donc je me suis dit: Comment je vais faire? Comment je vais annoncer ça, à mes employeurs?» Parce que moi, j'ai une clause, d'exclusivité et de non-concurrence dans mon contrat de travail. Et je me suis dit: «OK, comment je vais leur annoncer ça, pour qu'ils acceptent? Et moi, comment je vais faire pour, créer des offres, créer une entreprise?» alors que c'était pas du tout le but initial, mais j'ai envie d'aider les gens. Et donc, 1 mois après, j'ai ouvert, enfin, j'en ai parlé déjà à mes employeurs. Il s'est passé encore un mois avant que ce soit validé, et début août, j'ai créé mon entreprise. Pourquoi juriste moderne? En fait, tout simplement parce que, hem, comme je l'ai dit initialement, quand j'ai créé mon compte Instagram, je pensais pas que ça allait devenir une entreprise. Donc je m'étais juste dit, juriste, pour que les gens sachent de quoi ça parle, et moderne parce que je voulais transparaître et faire et transmettre, cette modernité, dans le sens où le droit, c'est pas quelque chose de chiant. Je suis quelqu'un quand même je pense, qui n'est pas austère, qui ne fait pas peur, et cetera. Je voulais vraiment déconstruire cette image du droit où, les entrepreneurs ont peur d'aller voir des avocats parce qu'ils vont leur parler dans des termes incompréhensibles, et cetera, et cetera. Donc j'avais juste créé, en fait, mon profil Instagram, juriste moderne. Hem, J'étais à la salle de sport, en plus, que je me souviens quand je l'ai créé. Voilà. Et c'est, en fait, c'est comme ça que ça a découlé. C'est-à-dire qu'après, j'avais mon compte Instagram qui a grossi très vite, et du coup, quand j'ai ouvert mon entreprise 2 mois après, j'avais déjà plus de 1 000 abonnés, et je me suis dit que, bah, j'allais garder ce nom parce que c'est ce nom qui m'avait fait, être reconnue, on va dire. Donc c'est comme ça que je l'ai gardé. Donc il y a aucune, référence à des films quand j'étais petite ou autre. C'est vraiment, on va dire, du hasard. Mmh. Heu, mais du hasard qui est bien tombé, pour le coup. Ouais, j'avoue, c'est une belle histoire. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur, quelque chose que tu as dit. Justement, tu as parlé de ta clause de non-concurrence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous raconter comment ils ont accepté que tu deviennes, que tu ouvres ton entreprise en parallèle de ton, salariat? Alors, au tout début, c'est vrai que j'avais peur. Honnêtement, je me suis dit: «Comment je vais leur annoncer?» À tout moment, ils refusent, et s'ils refusent, je n'ai rien le droit de faire, concrètement. Donc j'en ai parlé aux RH, qui m'ont expliqué que ce type de clause souvent, n'était pas, enfin, cette dérogation n'était pas acceptée, et qu'ils allaient sûrement me dire: «Bah non, tu as pas le droit de faire ça». Et moi, dans ma tête, je me disais: «Oui, mais en fait, j'ai vraiment envie de le faire». Donc c'est soit je le fais et ils acceptent, soit ils refusent et je change d'entreprise. En fait, je m'étais vraiment mis dans cet état d'esprit de: «S'ils acceptent, tant mieux, s'ils acceptent pas, et ben, je pars». Et en fait, c'était au mois d'été,
Et je me suis dit: «Bon allez Laura», ça faisait peut-être 2 ou 3 semaines qu'il fallait que je l'annonce et que j'osais pas l'annoncer, soit parce que c'était jamais le moment, soit parce que je voyais pas ma directrice et cetera. Et en fait, j'ai rien préparé du tout, hein, moi je suis très, naturelle, c'est-à-dire que quand c'est le moment, c'est le moment. Et donc je suis allée dans le bureau de ma directrice et je lui ai dit: «Bon bah voilà, j'aimerais lancer cette activité en parallèle. C'est juste pour, tel et tel, domaine, champ d'expertise, on va dire. Donc ça va pas porter concurrence à, mon employeur». Leur expliquer aussi le temps que ça allait me prendre parce qu'ils ils m'ont demandé le temps que ça allait prendre, quand est-ce que je comptais, mettre, mon énergie là-dedans, parce que forcément ils veulent pas que ça leur porte préjudice. Mmh. Et moi je leur ai dit, concrètement que, ça me tenait à enfin que je tenais à cœur, que ça me tenait à cœur d'avoir ce type de projet, que mon engagement auprès de la société ne changera pas et que dans tous les cas, si jamais mon engagement changeait, qu'ils voyaient mon implication baisser, ils peuvent me licencier, hein, c'est, une des raisons. Mais que ce n'était pas le cas parce que j'adore mon métier. C'est pas comme si je n'aimais pas mon métier et que j'essayais de trouver une porte de sortie. Là, Mmh. c'était vraiment ils voyaient au quotidien mon implication, mon engagement dans la société. Donc ils m'ont autorisée, à faire cet avenant à mon contrat de travail et du coup à m'autoriser mon entreprise parce qu'ils voient que je suis quelqu'un d'engagé et que même si j'ai une activité, on va dire, en parallèle, ça ne remet pas du tout en cause mon implication et mon engagement dans la société dans laquelle je suis salariée. Et je pense que ça a beaucoup joué parce que beaucoup d'employeurs ont peur d'autoriser cette dérogation parce qu'ils se disent, bon, bah, la personne a envie de partir, elle essaye juste de trouver et d'ouvrir son entreprise le temps que ça fonctionne et quand ça fonctionnera, bah, elle partira. Donc souvent, ils refusent. Alors que moi, c'est pas du tout mon cas et j'ai su les convaincre et j'ai su leur expliquer que pourquoi que ça n'était pas le cas. Mmh. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans cette situation de je suis salariée, mais j'aimerais aussi être freelance, mais n'ose pas forcément demander. Et ce que tu racontes, c'est exactement ce que j'ai vécu aussi quand j'étais en agence de communication. Je faisais exactement le même métier que je voulais faire en freelance. Et j'ai aussi, bah, comme toi, je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Et je leur demande s'ils acceptent que je sois social media manager en agence et en freelance, donc le même métier. Et au final, ça a été accepté parce que, bah, comme toi, tu montres que tu as un engagement vers l'entreprise, que jamais tu iras faire de la concurrence à ta propre entreprise, mais que c'est vraiment un projet qui te tient à cœur. Et c'est hyper positif ce que tu dis parce que je pense que ça peut aider aussi des personnes qui n'osent pas forcément demander à oser et tenter sa chance, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Et puis à partir du moment où l'entreprise te fait confiance, elle a aucune raison finalement de te refuser ça, dans le sens où c'est soit ils acceptent et tu restes, soit ils refusent et tu pars. Et souvent, c'est peut-être plus bénéfique pour eux d'accepter pour que tu restes plutôt que de dire non et de te voir partir. Voilà, tout va dépendre après de l'entreprise et de leur vision Hmm. globale, Oui, c'est mais sûr. voilà. Et du coup, par rapport à la création de Juris Moderne, est-ce que tu suivais un peu déjà des entrepreneurs sur Instagram? Enfin, comment l'idée d'en parler sur Instagram t'est venue? Enfin, tu suivais déjà des juristes qui faisaient ça sur Instagram ou ça s'est vraiment venu comme ça? Alors, c'est vraiment venu comme ça, dans le sens où, je ne suivais aucun entrepreneur sur Instagram. Je ne savais même pas qu'on pouvait vendre sur Instagram. Je ne savais même pas qu'il y avait des comptes, professionnels, sur Instagram et en fait, c'est en faisant mes recherches pour ouvrir un cabinet, physique. Donc je tapais sur Google, juriste et cetera et je suis tombée, sur le profil d'une autre juriste qui propose, ses services sur Instagram et je me suis dit: «Ah mais en fait, si elle l'a fait, c'est que c'est possible, donc pourquoi pas moi?» Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé juste à publier mon contenu. Mais c'est vrai qu'à la base, initialement, ça s'est passé en une journée, hein. Vraiment une journée, j'ai tapé sur Google et je suis tombée sur elle et en fait, c'est juste ça qui m'a fait me rendre compte que tout était possible, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui me dit que rien n'est impossible. Faut juste enfin, chaque situation a des solutions, faut juste les trouver. Donc donc en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché sur internet, j'ai trouvé des solutions
Et directement, je me suis dit: «OK, bon, si elle l'a fait, si une personne l'a fait, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire. Du coup, pourquoi pas moi?» Ouais, j'adore. Bah, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Je suis très comme ça aussi. Je me dis souvent, rien n'est impossible. Enfin, tout est possible, Ouais, rien n'est impossible. c'est ça. Non, mais c'est hyper important d'avoir cette... En fait, je pense que cette vision-là te permet vraiment de voir grand. Parce que tu te mets pas de barrière et tu te mets pas vraiment de limite, en fait. Ouais, et je pense que d'avoir cette vision-là, c'est quelque chose qui me sert au quotidien, dans le sens où comme pour moi, rien n'est impossible, je ne me freine pas et je ne m'auto-sabote pas non plus, et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui, de pouvoir, avoir mon entreprise, d'être salariée, de faire du sport régulièrement, d'être secouriste, et cetera et cetera. C'est parce que je me dis que rien n'est impossible et d'autres font des choses encore plus incroyables, hem et en fait, ça me motive, clairement, il m'influence et il me motive à moi aussi réaliser, on va dire, tous mes rêves, parce que si eux, ils l'ont fait, voilà, c'est des humains, ils ont rien de plus que nous. Donc si eux, ils l'ont fait, on peut le faire aussi. Voilà, c'est vraiment un mantra, pour moi. Bah, franchement, c'est hyper motivant et inspirant. Franchement, j'adore. Et du coup, je rebondis un peu par rapport à tout ce que tu dis, parce que rien n'est impossible, mais du coup, par rapport à tout ce que tu as déjà mis en place depuis le début, est-ce que tu as vécu, alors, enfin, j'aime pas trop dire ce terme, mais en même temps, voilà, est-ce que tu as vécu des échecs, ou en tout cas des moments où tu n'as pas atteint un objectif, et aujourd'hui, quelles leçons tu pourrais en retirer? Alors oui, oui, j'ai connu des «échecs» entre guillemets, même si c'est comme tu l'as dit, c'est pas vraiment des échecs. Par exemple, moi l'année passée, donc j'ai travaillé d'arrache-pied pour sortir mes nouvelles offres, mes accompagnements juridiques, et finalement, au moment où j'ai sorti mes nouvelles offres, c'est au moment où j'ai fait mon espèce de, burn-out, entrepreneurial. Donc forcément, ça n'a pas autant fonctionné que ce que, j'imaginais, mais c'est tout simplement parce que j'y mettais plus aucune volonté, j'avais plus envie, je ne communiquais pas dessus, je n'arrivais même pas à alors je suis pas une vendeuse moi, de base, j'ai jamais pris de leçons de vente ou de marketing ou autre. Là-dessus, je suis, voilà, j'ai jamais, appris à vendre, et du coup, je n'arrivais même pas à proposer mes nouvelles offres, alors que je savais qu'elles répondaient à 100 aux besoins de mes clientes. Mais j'avais l'impression de passer pour un vendeur de tapis, quand j'essayais de leur ouvrir les yeux pour leur prouver que, en fait, OK, par exemple, tu as besoin d'un contrat, mais tu as besoin de toute une stratosphère aussi, tout plein de choses aussi qui accompagnent ce contrat et pas juste un document. Mais en fait, j'arrivais même pas à le dire, à le formaliser, à le dire à mes clientes ou au téléphone, parce que j'avais l'impression de passer pour une vendeuse de tapis en disant, le client, il vient me voir pour un sujet et moi, j'essaie de lui vendre toute une globalité. Donc, j'avais l'impression de pousser la vente et c'est pas du tout quelque chose qui est dans mes valeurs. Mais c'est parce que j'avais cet état d'esprit-là aussi, à ce moment-là. Là, actuellement, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé aussi l'envie dans mon entreprise. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'expliquer tous les bienfaits de mes nouvelles offres, qui sont maintenant plus nouvelles, mais de mes offres, plutôt qu'avant, quand j'étais dans cette espèce de pré-burnout entrepreneurial et j'arrivais pas du tout à communiquer dessus, à vendre, à faire des stories dessus, à parler sur ces offres. J'avais travaillé des mois et des mois dessus qu'en fait, j'en pouvais plus, je pouvais plus me les voir. Donc, on va dire, en termes d'échec, ça a été un échec parce que ça n'a pas eu, on va dire, l'effet que j'attendais. Mais j'en suis entièrement responsable parce que je n'arrivais pas à communiquer dessus. Et malheureusement, dans l'entrepreneuriat ou même dans n'importe quelle entreprise, on peut pas vendre sans communiquer sur ce qu'on propose parce que les clients ne peuvent pas savoir quels sont les bénéfices pour eux des offres. Hmm. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ça, quelle solution t'as trouvé pour justement vendre aujourd'hui tes offres plus facilement?
Alors déjà, moi, en fait, le fait d'être moins stressée, d'avoir retrouvé mon énergie et mon envie, c'est beaucoup plus simple, pour moi de communiquer dessus et on va dire que ma créativité est revenue. Mmh. Quand mes offres sont sorties, donc j'étais épuisée, je m'étais fait des deadlines, pour le lancement. Voilà, il y avait eu, plusieurs mois où vraiment je travaillais, comme je te l'ai dit, 90 heures par semaine. Donc j'étais épuisée. Là, vu que j'ai retrouvé mon énergie, que, j'ai réussi à retrouver un équilibre, pro perso, que je suis bien dans mes baskets, que dans mon salariat ça se passe bien, parce qu'il y a aussi une période où c'était plus compliqué. En fait, avec tous ces éléments-là, c'est beaucoup plus naturel pour moi d'en parler, de le discuter et de pas avoir cette image de vendeur de tapis. Donc, moi, je suis en fait, je suis très naturelle et j'aime pas, même si je suis une fan des to-do list et je suis hyper organisée, hyper carrée, je suis très spontanée, en fait. Mmh. Et donc, si j'ai envie de communiquer sur quelque chose, je vais communiquer dessus. Si j'ai envie de parler d'autre chose, je vais parler dessus, mais rien n'est programmé en avance. Mais par exemple, mes posts Instagram ne sont pas du tout programmés en avance. J'ai pas de stratégie de contenu. Je fais tout au feeling, en fait. Et je pense que mes offres, elles se vendent aussi grâce à ça parce que les personnes peuvent aussi se connecter à moi plus facilement parce que je laisse place à cette spontanéité, à l'humain tout simplement, à la créativité, à l'envie, qu'on a sur le moment de parler de tel sujet ou d'un autre et cetera. Mmh. Oui, en fait, pour toi, c'est l'authenticité que tu arrives à dégager à travers ta communication qui fait qu'en fait, tu vas réussir à, attirer, tes clientes et leur faire, comprendre que tu réponds vraiment à leurs besoins. En fait, c'est plus C'est ça. c'est C'est ça, parce qu'en fait, finalement, je n'essaye pas de vendre, dans le sens où je suis pas commerciale et j'ai jamais mmh, pris de leçons de vente ou autre. J'ai jamais lu de livre non plus sur la vente. Donc je n'ai pas les clés pour vendre. Hem, la seule façon qui me permet de vendre, en fait, c'est vraiment de prouver et de montrer mon expertise et de prouver à mes clientes qu'elles en ont vraiment besoin, mais avec bienveillance. C'est-à-dire que je leur dis pas: «Oui, vous avez besoin de ça, 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 parce que vous n'êtes pas conforme sur ça, ça, ça». Non, mmh, j'aime pas du tout cet aspect, négatif, voici les risques, voici les amendes et cetera. Moi, je suis pas du tout là-dedans. C'est avec beaucoup de bienveillance en leur disant plutôt, voici les bienfaits, voici comment tu pourrais être si jamais tu avais ça. Et en fait, naturellement, je pense que ça permet la vente, parce qu'elles se sentent pas, piégées ou stressées ou, voilà, toutes ces choses qu'elles peuvent ressentir si quelqu'un essaie vraiment de vendre à tout prix. mmh, Et vu que j'ai mon salariat à côté, je pense que ça joue. J'ai pas On va dire que mon entreprise, c'est un complément de revenus. Je ne suis pas focalisée sur mon chiffre d'affaires. Donc je n'ai pas besoin de vendre à tout prix, et je pense que mes clientes en ressentent parce que je suis pas là à les forcer à acheter à tout prix, comme certains peuvent, avoir cette pression, bah, du chiffre d'affaires parce que c'est leur seule source de revenus. mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important quand on est entrepreneur, parce que, bah, voilà, c'est pas simple tous les jours et d'être, en fait, enfin, de voir que quand on n'est pas forcément aligné, qu'on n'est pas forcément dans un bon mood, qu'on est dans une période compliquée et ben, en fait, mine de rien, ça va se ressentir sur notre entreprise et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est ce que vivent beaucoup de personnes. Enfin, moi, la première, hein, les périodes où je suis vraiment pas alignée avec ma vie déjà, enfin, perso, bah, ça va s'impacter aussi sur mon business parce que, bah, je suis pas dans le mood et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, bah, en fait, notre, vie, impacte enfin notre état d'esprit impacte aussi, bah, ça peut impacter, nos ventes, notre chiffre d'affaires et cetera et je pense aussi que ce que tu dis de prendre le recul sur le chiffre d'affaires, alors toi, tu es salarié donc tu arrives, je pense à prendre vraiment du recul, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, même quand on est à 100 si on se focalise pas sur son chiffre d'affaires, c'est aussi hyper important parce que plus tu vas te focus sur quelque chose, heu,
plus ça, enfin moins ça va marcher ou en tout cas ça va peut-être être moins authentique. C'est ça. Je suis 100 en raccord avec ce que tu dis dans le sens où, j'ai quand même des frais, donc j'ai quand même, on va dire, un chiffre d'affaires minimum à rentrer. Mais, moi, je le ressens, directement, en tout cas, sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand je suis de bonne humeur, avec une bonne énergie, on va dire la tête, bien faite et cetera, j'arrive à communiquer et à transmettre 100 fois mieux et que lorsque, bah, je suis, un peu triste ou un peu énervé, pas vraiment dedans. Et en fait, ça se ressent à 100 dans mes communications, et ça se ressent aussi sur mes ventes. Hem, donc je peux être que d'accord avec tout ce que tu dis. Non, mais c'est hyper intéressant. Et est-ce que, du coup, tu aurais des conseils à donner par rapport à ton expérience aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat et surtout, enfin, dans ton expérience de salariée et entrepreneuse? Est-ce que tu aurais des conseils à donner, aux femmes qui souhaiteraient, se lancer et qui n'osent pas, forcément, sauter le pas? Alors des conseils, je ne sais pas si c'est vraiment des conseils, mais en tout cas, ce que je peux leur dire, c'est, d'avoir confiance en elles. Alors je sais, c'est un peu une phrase, bateau qu'on entend partout, mais c'est vraiment important d'avoir confiance en soi suffisamment, pour se lancer, sans avoir peur de l'échec ou sans avoir peur, bah, du regard des autres, comme, je le disais, tout à l'heure. Parce que quand on se lance, forcément, par exemple, moi, je vais parler de moi, mais quand moi, j'ai ouvert mon compte Instagram et que j'ai commencé à me montrer, parce que moi, je me suis tout de suite montrée, j'avais peur que mes copains, voient, ma tête sur Instagram, que mes collègues voient ma tête, qu'on se fiche de ma figure, qu'on rigole et cetera. Sauf que j'avais peur de ça, mais je l'ai quand même fait. C'est-à-dire que ça ne m'a pas arrêtée et ça, c'est hyper important parce que souvent, on se freine, à cause des autres entre guillemets ou parce qu'on n'a pas assez confiance en soi ou son projet ou alors qu'on n'ose pas et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, ne pas se fier à l'extérieur de nous, on va dire, de globalement et juste faire ce dont on a envie, quand on a envie, hem, communiquer de la manière dont on a envie. OK, il va y avoir des échecs, c'est sûr, il va y avoir des moments difficiles, ça c'est certain. Mais le plus important, c'est déjà de se lancer parce qu'une fois qu'on se lance, on apprend tout sur le terrain. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, bac+10 pour ouvrir son entreprise, dans le sens où, par exemple, moi, j'ai ouvert mon entreprise, j'avais même pas d'offre de créer. J'avais même pas une vision sur les 2 prochains mois parce que c'est arrivé comme ça. Donc je ne connaissais pas le marketing, je ne savais pas communiquer, je savais pas ce que c'était, je n'avais jamais fait d'appel découverte. Je ne savais pas ce que c'était un freebie, je savais pas ce que c'était Système.io, Podia et cetera. Je connaissais rien, je partais vraiment de zéro et pourtant ça m'a pas empêché de trouver des clients dès le début, parce que, finalement, tout ça, ça s'apprend sur le terrain et ça s'apprend petit à petit. Donc il y a pas besoin d'avoir un background énorme et de tout connaître en avance pour se lancer. En fait, il faut juste franchir le pas, et ensuite tu verras ce que ça donnera et tu apprendras sur le terrain en fonction des besoins à l'instant T, parce que tes besoins peuvent changer aussi du jour au lendemain. Donc ça sert à rien d'apprendre, je sais pas, pendant 3 mois la comptabilité, alors que finalement ton entreprise elle va exploser, que tu vas prendre une expert comptable. Enfin voilà, c'est des choses typiques comme ça, mais il faut vraiment juste se lancer et voir ce que ça donne et ne pas s'arrêter et ne pas s'arrêter non plus à ce que les autres peuvent voir ou penser de soi. À partir du moment où toi, ça te fait vibrer, toi, tu aimes ce que tu fais, c'est le plus important. Mmh. Bah, 100 100 d'accord avec toi et je rebondis sur, ce que tu dis, par rapport à la confiance en soi. Est-ce que toi, tu as des conseils justement à donner, aux femmes pour, reprendre, peut-être, confiance en elles et justement arriver à ne pas, prendre en considération, l'avis de ses proches ou des autres? Alors la question de la confiance en soi, elle est quand même assez, «touchy» entre guillemets.
parce que je pense que chacun a une confiance en soi différente. Mais ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que, alors oui, vous allez peut-être recevoir des commentaires, par exemple, déplacés ou qui font mal. Vous allez peut-être aussi recevoir des personnes qui vont vous encourager. Le tout, c'est de pas se défocuser. Il faut pas s'éloigner de sa vision. C'est-à-dire que si tu as une vision long terme, tu as des rêves long terme, tu ne sais pas encore exactement comment tu vas les atteindre, mais tu sais que tu veux les atteindre. Alors oui, tu vas devoir passer par des moments douloureux où ta confiance en toi va être prise d'assaut. Tu vas peut-être justement te mettre à dos certains amis, tu vas peut-être te mettre à dos ta famille, etc. Mais si tu le sais, pourquoi tu le fais, si ça te drive tous les jours, eh ben, c'est pas grave. Tu vas passer au-dessus. Et c'est vraiment en fait cette vision long terme. Qu'est-ce que toi tu veux pour toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans même si tu y arrives. Mais voilà, c'est vraiment cette vision de qu'est-ce que toi tu veux pour toi dans les prochaines années et passer au-dessus de tout ça parce que justement ta vision elle te drive jusque là. Mmh. Et est-ce que finalement les personnes, enfin alors les amis ou les connaissances, qui vont, s'éloigner de nous, parce que on va aller, s'exposer sur les réseaux sociaux, développer une entreprise et cetera. Est-ce que, c'est pas en fait, que ces personnes-là sont peut-être pas faites pour être dans notre vie, tout simplement? Oui, alors, effectivement et puis il y a aussi certaines personnes qui vont au début, par peur parce que les réseaux en fait, s'exposer sur les réseaux, ça peut faire peur à certaines personnes. Donc certaines personnes, pour te protéger, vont peut-être te dire: «Ah non, nanani» et finalement, quand elles vont voir le bonheur que ça te procure, elles vont changer d'avis. Beaucoup de gens, en fait, transmettre leurs propres peurs via leurs commentaires. Il faut surtout pas oublier que c'est leur interprétation et c'est leur vision de la vie à elles qu'elles essayent de te donner. Sauf que ce n'est pas la tienne. Donc, il faut vraiment essayer de se détacher de ça et de pas le prendre personnellement parce que c'est vraiment leur propre peur, en fait, qu'elles juste reflètent sur toi. Donc certaines personnes, oui, vont s'éloigner de toi et c'est plutôt bon signe dans le sens où elles n'avaient rien à t'apporter finalement dans ta vie. Certaines autres personnes, pour te protéger et parce qu'elles ont elles-mêmes peur, vont te faire certains commentaires ou vont te dire non et finalement plus tard vont revenir. Donc ça, c'est OK aussi. Et après, tu as des personnes qui vont te soutenir dès le départ parce que justement, tu fais quelque chose que peut-être elles n'auraient jamais osé ou n'oseront peut-être jamais. Mmh. Voilà, il y a plusieurs on va dire, il y a plusieurs cas de figure. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cas pour moi. Faut juste essayer de comprendre les raisons de chacun et de pas le prendre personnellement. Mmh. Bah, il y a quelque chose que j'aime bien, enfin que je dis souvent, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Parce que, bah, Mmh. en fait, chacun, oui, c'est ça, comme tu dis, chacun a sa propre conception de la vie, a sa propre vision des choses, a ses propres peurs. Et du coup, peut-être que de voir quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut faire peur, ça peut lui faire peur parce que lui, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Mais en fait, c'est pas pour autant que pour toi, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est hyper important, comme tu dis, alors peut-être écouter, mais sans forcément, Prendre en enfin compte. ouais, c'est ça, exactement. Et alors du coup, on est dans la chronique, des ambitieuses et j'ai l'habitude de poser cette petite question, donc est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? Oui, dire non serait un mensonge dans le sens où déjà je pense que allier salariat, entrepreneuriat, c'est être ambitieux juste sur le plan, la charge de travail. Mmh. Mais oui, oui, je me considère comme quelqu'un d'ambitieux dans le sens où j'ai de grands rêves. Comme on l'a dit, moi, j'ai pas, pour moi, l'impossible n'existe pas, donc j'ai des grands rêves. Je ne sais pas s'ils se réaliseront tous. Je ne sais pas si j'ai envie qu'ils se réalisent tous, hein, parce que certains rêves doivent rester des rêves. Mais en tout cas, je sais que je mettrai tout en œuvre pour y parvenir. Et donc oui, je ne peux être que ambitieuse.
Et alors, oui, enfin, pour moi, tu es la définition, complète de la femme ambitieuse. Mais du coup, est-ce que toi, tu peux nous partager ta définition de la femme ambitieuse? Alors pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, aux premières difficultés. C'est quelqu'un donc qui ne s'arrête pas aux premières difficultés et qui a une vision long terme, dans les 5, 10 prochaines années, on va dire, au moins une vision, une image dans sa tête au moins de ce qu'elle souhaiterait avoir et et qui met en action et qui se met en action tous les jours pour devenir meilleure ou en tout cas faire les choses d'une meilleure manière pour atteindre ses rêves, ses objectifs et cetera. Donc ouais, il y a vraiment la partie, ne pas s'arrêter aux difficultés parce qu'il y en aura toute sa vie et pour moi, quelqu'un d'ambitieux va rencontrer des portes fermées, va rencontrer des obstacles. Il faut juste réussir à les surmonter, les contourner, mais ne pas se détourner de son chemin et de sa vision. Mmh. Parfait. J'ai j'ai rien à ajouter. Et tu parles, du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup de rêves, de projets. Est-ce que, tu peux, nous en partager, quelques-uns ou pas? Alors dans mes rêves, alors moi je suis quelqu'un qui aime ma stabilité, donc j'aime mon petit cocon et cetera. Pendant un moment, je voulais faire le tour du monde, c'était un de mes rêves et je me suis rendu compte en voyageant régulièrement que, ça ne me conviendrait pas. Donc j'ai mis ce rêve de côté. Je ne dis pas que je le réaliserai jamais. Peut-être que dans 10 ans, je voudrais à nouveau le réaliser, mais en tout cas, actuellement, on va dire mes rêves, c'est plus, voilà, d'avoir une grande maison, de pouvoir aider et faire des conférences auprès de femmes. J'adorerais ça. Me sentir vraiment épanouie sur le plan professionnel et privé avec voilà, une famille. Tu vois, en t'en parlant, je me dis, c'est des rêves finalement assez simples, mais avec un certain, voilà, confort de vie, que tout le monde ne peut pas avoir. Voilà, faire des conférences auprès de centaines de femmes ou plus, milliers de femmes, pourquoi pas? C'est quelque chose qui vraiment me ferait vibrer et me sentir en fait, je me sentirais vraiment dans cette posture où j'aide Mmh. vraiment du monde et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Donc ouais, c'est un rêve ça pour moi, de faire des conférences, des ateliers, d'animer, ce genre de choses. Donc Mmh. finalement, c'est des rêves pas immenses, mais c'est des rêves, et qui me permettent de tenir le cap, sur ma vision. Je sais pas si on peut dire, qu'un rêve, c'est immense ou pas, parce que je pense que, genre, pour moi, c'est avoir une belle maison, avec un jardin au bord de la mer, Ouais. et ben, pour moi, c'est un grand rêve, tu vois? En tout cas, il y a pas de on peut pas définir, la grandeur d'un rêve parce qu'il nous concerne que nous. C'est vrai, c'est tout Mais, à fait vrai. en tout cas, écoute, tu as des très beaux rêves parce que tu vois, tes rêves ressemblent beaucoup à certains de mes rêves qui sont sur ma bucket list, hein. Avoir ma maison, pouvoir donner des conférences, inspirer et aider les femmes. Enfin, je pense que c'est des missions, en fait, qu'on a. Ouais, Et en tout cas, bah, écoute, je te souhaite de pouvoir les réaliser. Et en tout cas, c'est des rêves qui sont totalement atteignables. Et justement, tu travailles aujourd'hui mmh, pour arriver à atteindre ses rêves, donc c'est chouette. tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Laura de 7 ans, la petite fille, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, la Laura de 7 ans, qui avait des mauvaises notes à l'école, parce qu'elle rencontrait des difficultés. Je lui dirais de faire tout pareil, en fait. De faire tout pareil de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire continuer à travailler, travailler sur ses difficultés, ne pas penser que, c'est entre guillemets «héréditaire», qu'elle n'évoluera jamais ou qu'elle changera jamais et ouais et rester juste fidèle à elle-même, c'est-à-dire, continuer à être, spontanée, presque naïve, à en faire rire les autres. Ça, c'est un trait de caractère, par exemple, que je peux avoir aujourd'hui encore, dans le sens où des fois je dis des absurdités, mais c'est juste parce que je suis tellement spontanée
est tellement, ouais, je suis tellement spontanée que je peux dire des choses qui paraissent très naïves, alors que pour moi, c'est évident. Et en fait, Mmh. je sais que je fais beaucoup rire, mais en fait, c'est bienveillant. C'est sans arrière-pensée et c'est sans stratégie ou autre. En fait, je dis juste ce que je pense et des fois, c'est très maladroit, euh, presque un petit peu voilà naïf. Et je pense que la Laura de 7 ans était déjà comme ça et n'a pas perdu maintenant à 26 ans son âme d'enfant de ce qu'elle était à 7 ans. Et après, bah, je lui dirais aussi que toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, parce qu'elle va rencontrer pas mal aussi dans son enfance, lui apprendront toujours des leçons et que voilà, j'aime bien cette citation qui dit que après la tempête vient le beau temps. C'est la vérité. Il faut savoir tirer des leçons quand on peut en tirer, hein, parce qu'il y a certaines choses où il n'y a pas de leçons à tirer nécessairement, mais il faut en tout cas arriver à s'en détacher et ne pas s'en servir comme excuse pour plus tard. Voilà. Il Mmh. faut vraiment continuer à avancer. Tout. Bah, écoute, c'est très beau ce que tu dis. Et c'est touchant aussi à la fois parce que je pense que tu mets un point sur quelque chose, c'est de ne pas se servir des difficultés qu'on a pu vivre, que ce soit dans notre enfance, dans notre adolescence, etc., comme des excuses pour qui on est aujourd'hui ou enfin voilà. Et je pense que ça c'est hyper important parce que ça nous permet pas d'avancer, de rester focus sur des choses qu'on a pu vivre par le passé qui n'étaient pas forcément positives. C'est ça, exactement. Rester coincé dans le passé, ça mène à rien. L'idée, c'est on peut être qui on veut tous les jours. Donc autant se construire la personnalité et la personne qu'on veut devenir et qu'on admire, par exemple, et ne pas se focaliser sur notre passé, Mm, tout simplement. complètement d'accord. Et à ce jour, du haut de tes 26 ans, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté aujourd'hui, difficile à dire. Je pense que c'est bah, déjà de faire le métier que j'ai toujours rêvé de faire, hein, parce que finalement, être juriste, ça rentre en tout cas dans le rêve que j'avais quand j'étais petite, de travailler dans une grosse entreprise, d'être respectée, limite de porter un tailleur avec des talons, c'était mon rêve et finalement aujourd'hui je peux le faire. Évidemment, je ne le fais pas tous les jours, mais je peux le faire. Donc voilà, se sentir confiante, se sentir aussi forte et d'avoir, on va dire, un cursus scolaire qui me permet de me sentir aussi légitime, en tout cas dans le monde du travail. Là, je parle vraiment du salariat parce que c'est un peu différent de l'entrepreneuriat. Mais voilà, ma plus grande fierté, je pense, c'est de faire un métier qui me passionne parce que c'est rare aujourd'hui de trouver dès son plus jeune âge, on va dire, le métier qui nous passionne. Souvent, on fait des études et on change de voie plus tard. Moi, c'est pas le cas, c'est vraiment une passion. Et je suis fière, je pense, du coup, voilà, de faire ce métier-là et de réussir aussi à m'épanouir en testant d'autres choses à côté et notamment, par exemple, en ayant ouvert mon entreprise. Mm. Donc là, je suis, on va dire, 100% comblée dans le sens où ma créativité est comblée, ma passion pour le droit aussi, le fait d'aider les femmes. Là, on va dire, sur le plan intellectuel, je ne manque de rien. Bah ouais, bah franchement, tu peux vraiment être fière de tout ce que tu as bâti parce que à 26 ans, avoir déjà tout ce que tu veux aujourd'hui, enfin, enfin, c'est génial, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, enfin, tu as dit quelque chose et ça m'a fait penser à une question. Comment tu arrives, est-ce que c'est difficile ou pas d'ailleurs, de t'affirmer en tant que femme dans le monde professionnel et dans le droit, justement? Alors, en entreprise, moi, j'ai jamais eu de grosses difficultés à m'affirmer en tant que femme parce que j'ai quand même un gros caractère, même si je suis bienveillante, etc. Je sais affirmer mes idées et dire ce que je pense. Donc, je pense que j'ai jamais eu trop de difficultés parce que je dois renvoyer quand même une image de, entre guillemets, prestance. J'aime pas trop dire ça. Je ne me rabaisse pas. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi,
C'est pas pour cette raison que je vais aller dans son sens. Si je suis pas d'accord non plus avec elle, je vais lui dire que je suis pas d'accord et je vais lui expliquer les raisons. Et donc, je pense que j'ai jamais trop eu de difficultés en entreprise, même au tout début, quand j'ai commencé en entreprise. Bien sûr, évidemment, la confiance en soi et l'affirmation ont évolué, hein, parce que j'étais pas du tout la même quand je suis sortie d'école que maintenant. Mais j'ai jamais eu de grandes difficultés à m'imposer face, on va dire, aux hommes ou en tout cas dans le monde salarial, parce que j'ai toujours été fidèle à mes valeurs et notamment au fait d'être honnête et d'affirmer ce que je pense et le pourquoi du comment. Mmh. Et limite à me mettre à dos certaines personnes s'il le faut, ou en tout cas à mettre en colère certaines personnes, même dans le domaine du droit. Mais quand je pense avoir raison, je l'exprime. Mmh. Bah, en fait, tu connais tes limites aussi. Oui, oui, également. Et je suis pas quelqu'un qui va me mettre en colère. Donc ça peut être aussi déstabilisant dans le sens où certaines fois, quand on peut être en désaccord avec certaines personnes, euh, la personne en face de nous va peut-être commencer à se mettre en colère ou à faire des mouvements, etc. Moi, je suis de tempérament très calme. Donc je garde tout le temps mon calme et je me mets pas en colère. Donc ça peut déstabiliser. Et aussi, c'est aussi, je pense, une preuve de confiance en soi, Mmh. de rester calme face à des personnes qui peuvent voilà, s'agacer, s'énerver Mmh. Et pour perdre aucune plus raison. leurs moyens et parce que du coup, toi, tu oui, bah, tu sais contrôler tes émotions et ne pas te laisser envahir par, des émotions, pour exprimer en fait, ce que tu penses et heu et ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est une force, que tu as et c'est hyper intéressant. J'en viens aux petites questions de fin d'interview. Donc c'est des petites questions un peu plus perso, et rapides. Est-ce que tu as un objet, fétiche ou un objet dont tu ne peux pas te passer? J'en ai pas. Non, j'ai pas d'objet fétiche ou autre. Mon téléphone, ça compte, je l'ai toujours avec moi, mais c'est pas un objet fétiche. Ouais, le téléphone, c'est la réponse, quasi, à 90 on va dire de des personnes. Parce que, bah, oui, on est complètement enfin, on est tout le temps avec notre téléphone. Mais bon. Ouais. Est-ce que tu as une musique, qui t'inspire, qui te motive? Alors moi, je suis très musique des années 2000, les musiques un peu d'amour, etc. Donc, on va dire les musiques qui m'inspirent. J'aime beaucoup la musique de Amine, Je voulais. C'est une musique d'amour, mais qui me met dans une bonne énergie, voilà, qui me rappelle aussi, on va dire, mon enfance, etc. Donc, ouais, j'aime bien cette musique. Je te demande pas de la chanter, hein. Non. Et est-ce qu'il y a un lieu où, tu te sens bien, qui te permet de te ressourcer, voilà, qui t'apaise? La montagne. La montagne, ouais, il y a que, en montagne où vraiment j'arrive à déconnecter mon cerveau. C'est-à-dire que même sur mon temps libre, la semaine ou le week-end, je suis toujours en train d'écouter, bah, soit des podcasts, soit des interviews, soit des vidéos YouTube sur, différentes choses, mais jamais je prends le temps, par exemple, de regarder des films ou alors quand je regarde un film, je suis sur mon téléphone, je suis en train de parler à des gens et cetera. Donc jamais mon cerveau s'arrête. Sauf quand je pars en montagne, quand je pars randonner. C'est pour ça que j'adore tellement la montagne et la randonnée. C'est parce que il y a uniquement là-bas que mon cerveau s'arrête et profite du moment présent. Mmh. Il me permet du coup de me reposer vraiment. Ah bah, la montagne, je pense que ça a un effet vraiment, apaisant, ouais. Ouais, Ressourçant, c'est l'air frais, quoi. c'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu as une citation, un mantra? Bon, on en a un peu, parlé, pendant l'interview, mais vraiment, une phrase qui t'anime au quotidien ou qui t'inspire? J'en ai 2. La première, c'est, alors je ne sais pas de qui elles sont, hein, les 2, mais en tout cas, moi, pour moi, elles sont hyper importantes et elles me guident.
La première, c'est le pessimiste est d'humeur, l'optimiste est de volonté. Je trouve qu'elle est hyper intéressante dans le sens où c'est vrai, on peut se lever du mauvais poil, on peut voilà avoir de mauvaises pensées, etc. Mais en fait, il suffit de changer sa manière de penser. Donc, c'est une volonté, c'est une action de notre part pour que tout aille mieux. Donc, vraiment, cette citation, elle est importante pour moi et je me la remémore à chaque fois que j'ai des bad days, on va dire. Et ma deuxième citation, c'est, on va dire, c'est une citation à double sens. C'est rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. Je l'ai en tatouage d'ailleurs en latin sur mon bras parce que j'ai fait du latin pendant 7 ans. Et je trouve qu'elle est hyper intéressante dans le sens où rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. Elle a deux sens, la croyance dans le destin, mais aussi la croyance dans le travail, dans le sens où tout arrive pour une raison parce que tu as travaillé. Mais rien n'arrive par hasard. Le hasard n'existe pas, c'est ta destinée. Voilà, c'est un petit peu ce double sens dans cette situation. Mmh. Alors ça fait pas partie des questions de base, mais du coup, je vais quand même te la poser. Du coup, est-ce que tu crois au destin? Ouais, je crois au destin. Alors, tout est relatif dans le sens où je crois au destin, mais je crois beaucoup aussi au fait qu'on peut influencer aussi sur son destin. Voilà, le destin n'est pas prévu à notre naissance, mais voilà, si on fait certaines actions, le destin peut mettre sur notre route certains éléments de chance. Et ça, malheureusement, la chance, par exemple, on ne peut pas la provoquer, mais pour moi, ça fait partie du destin. Donc, oui, j'y crois. Mmh. Et dernière petite question, est-ce que tu as une ou plusieurs femmes qui t'inspirent? En femme qui m'inspire, je vais avoir j'en ai 2 particulièrement. J'ai Chloé Bloom, voilà, que je suis depuis, des années et des années avant même qu'elle soit connue. Je la suis, depuis, enfin quand elle faisait du sport uniquement. Donc maintenant elle est plus dans toute autre chose, on va dire. Elle touche à tout, mais c'est vraiment une femme, qui m'inspire. Et j'ai Caroline Receveur également qui m'inspire, beaucoup pour la femme, qu'elle est devenue et qu'elle a toujours été, mais qu'elle, s'autorise, on va dire, plus à être maintenant. Mmh. Bah, j'aime beaucoup ces 2 femmes aussi. C'est des très beaux modèles d'inspiration. Mmh. Écoute, bon, j'ai encore, je pourrais encore avoir plein d'autres questions, mais écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci vraiment pour tout ce que tu as pu partager. C'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc, merci pour tout ça. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Et bah, merci à toi, Carole. C'était mon premier podcast, donc je suis ravie, d'avoir essayé l'exercice et c'était hyper naturel, j'appréhendais un petit peu, vu comme toutes les premières fois, mais je suis super contente de l'avoir fait et si je peux justement inspirer ou aider ou que certaines femmes se reconnaissent à travers ce que j'ai dit, je suis super heureuse. Parce que c'est pas toujours évident de parler de soi, voilà, d'en dire un petit peu plus sur, sur soi, personnellement et pas, Juriste Moderne, l'entreprise. Donc je suis contente d'avoir fait ce podcast et si ça peut en aider, je suis encore plus, satisfaite de l'avoir fait. Bah, écoute, c'est super et bah, écoute, bravo pour, avoir, osé, et puis, bah, merci pour ton témoignage parce que vraiment, c'était très, très inspirant. Merci beaucoup, Carole. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.